Alors, donc, premier point, qu'est-ce que les technologies numériques changent dans l'adolescence? Beaucoup de choses, parce que les technologies numériques, en fait, changent tout, pour tout le monde. Elles changent le rapport qu'on a à soi-même, le rapport qu'on a aux autres, le rapport qu'on a aux images, à la connaissance, au temps, à l'espace, donc ça fait beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas envisagé tout ça, mais simplement me centrer sur le rapport à soi-même et le rapport aux autres, un petit peu le rapport aux images, qui est quand même lié aux deux points précédents, rapport à soi, rapport aux autres. On se photographie soi, on photographie les autres. Donc, tout d'abord, rapport à soi-même. Je commence par là parce que souvent, quand on pense aux réseaux sociaux, on pense à ce que ça change dans les relations avec les autres. Mais il faut bien comprendre que la manière de gérer les réseaux sociaux est fondamentalement organisée autour d'une relation différente à soi-même. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour les enfants qui ont entre 10 et 15 ans ou ceux qui viennent au monde maintenant? Mais ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'ils découvrent une image d'eux-mêmes quand ils sont petits, à la fois dans les miroirs et sur les écrans. L'être humain, aux alentours de 12-13 mois, découvre une image de lui-même et s'y reconnaît. Traditionnellement, c'était la fameuse découverte de l'image de soi dans le miroir. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup filmés, beaucoup photographiés par leurs parents. Ils découvrent leur image à la fois dans les miroirs et sur les écrans. Or, il faut bien voir que ces deux images sont très différentes. L'image des miroirs est inversée, c'est-à-dire si vous avez votre mèche à droite, vous la voyez à gauche, sur la partie gauche du front de la personne que vous voyez dans le miroir. Sur un grain de beauté à droite, il est sur la joue gauche de la personne qui est dans le miroir. Mais en revanche, sur des photographies, sur des films, eh bien, votre apparence est redressée, vous est restituée. Ça veut dire que sur les photographies et les films, vous voyez tel que tout le monde vous voit, et dans le miroir, vous voyez tel que personne ne vous verra jamais. L'image du miroir est inversée, l'image des écrans est redressée. Votre grain de beauté que vous avez sur la joue droite, il est à gauche quand vous regardez dans le miroir, il est à nouveau à droite quand vous êtes photographié. Alors ça a l'air de rien parce qu'on y est tous habitués, mais le petit enfant aujourd'hui, il grandit plus en ayant affaire à une seule série de représentations de lui-même, celles du miroir qui sont inversées, qui sont un leurre en quelque sorte, ça ne lui ressemble pas du tout en réalité, c'est inversé, mais il a affaire à ces images-là et à celles des écrans qui sont différentes. Et donc, petit enfant, il vient au monde aujourd'hui en étant très vite acquis à l'idée qu'il y a deux séries d'identités, deux séries d'apparences qui peuvent le représenter, voire deux séries d'identités. Et du coup, il grandit avec l'idée qu'il peut avoir deux identités, puis pourquoi pas trois, pourquoi pas quatre. Et dès qu'il va aller sur Internet, il va découvrir la possibilité d'avancer masqué, avec des identités d'emprunt sur les forums, dans les jeux vidéo et évidemment dans les réseaux sociaux. Alors à l'origine, Facebook était conçu de telle façon que chacun devait y aller avec sa vraie identité, mais évidemment comme l'adolescence est, comme vous le savez, travaillée par le génie du détournement, eh bien les adolescents s'arrangent maintenant pour s'inventer plusieurs identités sur Facebook en multipliant leurs adresses IP. Bien qu'à l'origine, l'idée était que chacun n'ait qu'une identité sur Facebook. Donc, première chose qui change pour l'adolescence aujourd'hui, le fait d'avoir plusieurs identités et d'avoir envie de les explorer, d'avoir envie de jouer avec. Agnès Pécolo l'a évoqué, et c'est du déguisement, mais c'est du déguisement à une échelle jamais vue jusqu'à maintenant. Alors, lorsque les jeunes vont aller sur Internet, donc ils vont masquer leur identité, prendre des pseudos, et ils vont entrer en contact avec d'autres, et cette prise de contact va également se faire très différemment de ce qu'elle faisait jusque-là. Cette prise de contact, notamment dans les réseaux sociaux, eh bien, elle va s'organiser autour d'une autre conception du lien. Dans la vie réelle, dans la vie concrète, on sait bien que les liens, ils se mesurent selon leur qualité de force ou de faiblesse. Les liens forts, en général, c'est la famille rapprochée, les gens avec lesquels on fête Noël, les anniversaires, et puis des liens plus faibles peuvent exister dans la famille, des gens qu'on trouve à l'occasion des mariages et des décès, mais avec lesquels on n'a pas vraiment de contact en dehors de ces moments-là. Donc dans la famille, et de façon générale dans la vie sociale, les liens sont forts ou faibles. Mais sur Internet, les liens vont être ni forts ou faibles, ils vont avoir une autre caractéristique, ils vont être élastiques. C'est-à-dire qu'on peut n'avoir aucune relation avec quelqu'un pendant très longtemps, mais si on l'a parmi ses contacts, on va en reparler, ce qu'on appelle dans le film les amis, qui sont en fait des contacts, eh bien on peut l'activer à tout moment. Donc dans ces réseaux sociaux, les liens vont être élastiques et activables. Et donc c'est pour ça que dès qu'on parle d'amis, on est piégé,
Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qu'on aime bien rencontrer régulièrement, c'est plutôt un lien fort. Mais ce qu'on appelle ami sur Facebook, c'est pas un lien fort, c'est un lien plutôt élastique, mais activable, c'est-à-dire que c'est plus un contact. Et avoir 200 amis, évidemment, c'est ridicule, mais avoir 200 contacts, c'est tout à fait crédible. Et comment est-ce qu'ils vont s'organiser, ces contacts, sur les réseaux sociaux? Eh bien, ils vont s'organiser à partir de centres d'intérêt partagés. Et vous comprenez du coup tout de suite pourquoi c'est problématique que des enfants aillent sur Facebook trop tôt. C'est qu'ils n'ont rien à partager. C'est-à-dire quand on a 13, 14, 15 ans, on a déjà commencé à développer une passion, on adore YouTube ou les films de Woody Allen, ça c'est un peu plus âgé. Oui, plutôt. Enfin, on a une passion, voilà, une passion. Et donc, cette passion, on peut la partager, on peut dire, eh ben voilà, moi j'aime bien tel truc, et puis il me manque un film de tel auteur que j'ai pas vu, ou il me manque un morceau de musique que j'ai pas vu, mais en revanche j'ai tel morceau de musique assez rare à trouver, et tout de suite on établit des contacts, par le fait qu'on propose des choses, et qu'en contrepartie, des gens vont pouvoir nous proposer, eux aussi, des choses intéressantes. On va échanger des fichiers. Un contact sur un réseau social, c'est une personne avec laquelle on a le désir d'échanger des informations, c'est en fait d'échanger des fichiers. Donc quand on a 14, 15, 16 ans, voire 13 ans, on peut commencer déjà à avoir des choses à échanger. Quand on a 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ben le problème c'est que pour nourrir son réseau, on va être tenté de mettre la seule chose qui est disponible, à savoir des morceaux de son intimité. On va mettre la photo de son chien, la photo de son chat, la photo de sa chambre, puis pourquoi pas la photo du papa, la photo du maman, ou papa en train de faire des merguez, maman en maillot de bain sur la plage. Donc on va essayer de nourrir son réseau avec des informations intimes, parce qu'on n'a rien d'autre à partager. Vous voyez déjà le problème, c'est que Facebook, c'est pas problématique d'aller sur Facebook a priori quand on a 10-11 ans. Ce qui est problématique, c'est qu'à cet âge-là, on risque justement de vouloir nourrir son réseau social en rentrant dans une surexposition de son intimité, sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir ultérieurement. Puisque tout ce qu'on met sur Internet, il reste éternellement, et que cette intimité déposée à 9-10 ans, elle sera toujours accessible quand on en aura 14 ou 15, et elle sera risque d'être accessible d'une façon qui ne va pas vraiment nous rendre contents de l'avoir mise. Donc on en parlait tout à l'heure, vous voyez déjà, ça nécessite une préparation de l'enfant à cette épreuve de socialisation très originale que constitue un réseau social comme Facebook. Donc des liens qui sont modifiés, qui sont plutôt sur le mode élastique et activable, dans le meilleur des cas. D'ailleurs, le nombre d'amis augmente chez les ados, jusque le nombre d'amis, entre guillemets, le nombre de contacts augmente chez les ados, jusque vers 17-18 ans, puis après, en général, ça diminue, ça se stabilise, ça diminue, parce que les jeunes gens, les jeunes filles, s'aperçoivent à ce moment-là qu'il vaut mieux avoir moins de contacts, mais plus réactifs, plutôt que beaucoup de contacts non réactifs. Mais en fait, à l'adolescence, les contacts fonctionnent un petit peu sur le modèle de ce qu'on appelle chez les singes l'épouillage. L'épouillage, c'est ce rite social qui consiste chez les singes à se chercher les petits parasites dans le pelage. Et donc, au début où les éthologues travaillaient sur les singes, ils s'étonnaient toujours de cette pratique, ils se demandaient bien à quoi elle pouvait servir. Tout ce temps passé à chercher les petits parasites ou à se gratter le poil. Et puis les éthologues se sont aperçus en fait que lorsque il était proposé de la nourriture à un groupe de singes, ou lorsque ces singes avaient fait face à une agression, ceux qui pratiquaient le rituel de l'épouillage s'organisaient beaucoup mieux pour partager la nourriture ou pour faire face à l'agression. Et donc l'idée est venue qu'en fait le rite dépouillage, il ne sert absolument à rien, sauf quand un événement exceptionnel arrive, auquel cas ceux qui ont cette pratique vont mieux s'organiser entre eux. Eh bien, imaginez les pratiques sur Facebook exactement de la même manière, c'est-à-dire vous passez votre temps à envoyer des petits mots gentils, à raconter des petites choses intimes qui n'intéressent personne, mais vous faites comme si ça intéressait les autres font comme s'ils étaient intéressés par ça.
et vous gardez le contact, vous vous épouillez. Et puis au moment où il y a un coup dur, vous perdez votre métier, vous perdez votre conjoint, vous déménagez brutalement à la suite d'une nomination professionnelle, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, ou bien votre babysitter qui est brésilienne décide du jour au lendemain de repartir dans son pays parce que ses parents lui manquent, et du coup vous vous trouvez face à une difficulté totalement imprévisible pour laquelle vos liens réels forts risquent de ne pas vous être très utiles. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, si ma babysitter brésilienne repart au pays, ils ne vont pas m'être très utiles. Mais en revanche, mon boucher, que je vois qu'une fois par semaine, voire une fois par mois, mon boulanger, que je vois de temps en temps dans la semaine, le garagiste du coin de la rue, ma concierge, c'est-à-dire des liens qui ne sont pas des liens forts, ces gens-là vont pouvoir m'être utiles. Eh bien, Facebook, c'est exactement la même idée, c'est que tout cet épouillage ne sert absolument à rien, donc simplement il faut pas y mettre trop de soi, parce qu'auquel cas ça commence à devenir nuisible. Mais si on y met que des bêtises et des banalités, ça ne sert strictement à rien, sauf qu'on maintient en vie un réseau qui peut être activé au cas où on en aurait besoin. Alors ça c'est la mythologie Internet, la mythologie des réseaux sociaux, mythologie de Facebook, avoir un réseau social qui puisse être plus utile que le réseau de proximité dans la réalité. Et en fait, récemment, des sociologues ont montré que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est même pas bien vrai du tout. C'est-à-dire que ceux qui ont un bon réseau social dans la réalité bénéficient beaucoup mieux des réseaux virtuels sur Facebook. Il y a ceux qui n'ont pas de bon réseau social dans la réalité peuvent s'en construire un sur Facebook, mais que ceux qui ont un bon réseau dans la réalité bénéficient encore plus du réseau Facebook qu'ils se construisent. Donc on rejoint quelque chose d'assez évident, et c'est qu'on prête qu'aux riches, que quand les gens ont déjà un bon capital social dans leur vie quotidienne, eh bien, ils ont l'expérience montre qu'ils bénéficient plus de ce réseau social que constitue Facebook. Alors voilà donc un peu les modifications autour de la manière dont l'adolescence va se dérouler. Vous voyez, une nouvelle relation à soi, c'est ce qu'on pourrait appeler le multi-identitarisme, le fait d'avoir beaucoup d'identités, d'avoir envie d'en jouer, de s'en amuser, de les mettre à l'épreuve de la vérité, enfin l'épreuve du mensonge plutôt, voir si les autres me devinent, etc. Et puis une modification de ce qu'on appelle les liens, de ce qu'on appelle les amis, ce qu'on est contact, et même de ce qu'on appelle le capital social, constitué par le réseau.